Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui s'inscrit dans la semaine de la transformation Juliette Sterwen, troisième édition, édition 2023. Je vous rappelle que la semaine de la transformation, c'est une semaine qui parle de transformation avec à peu près 2 webinaires en moyenne par jour. Donc n'hésitez pas à vous connecter à notre agenda pour vous inscrire déjà aux ceux qui auront lieu d'ici vendredi prochain. Pour ceux qui éventuellement auraient encore besoin de nous connaître, quelques mots sur Juliette Sterwen. Nous sommes un cabinet en stratégie, transformation et innovation. Nous accompagnons donc la transformation des organisations avec ce qui fait notre promesse, à savoir une vision holistique de la transformation sur 4 grands cadrans. Tous les enjeux qui sont liés à la business transformation, au people transformation, à l'agile transformation, à la digital transformation. Ce sont 20 expertises verticales que nous combinons par rapport aux problématiques de nos clients. Et pour chacune de leurs problématiques, nous essayons de trouver le bon chemin de cette transformation qui vous permettra d'arriver à bon port. Aujourd'hui, c'est un groupe qui pèse 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2023, 600 collaborateurs et plutôt une société, comme vous le voyez, un cabinet en croissance, puisque en 2022, on était à 30% de croissance. Nous sommes reconnus sur le marché par des labels qui valorisent le travail que nous faisons. Et je vous rappelle que notre baseline, c'est le Consulting for Good. On est reconnu par le magazine Décideur sur un certain nombre de practices où on est généralement classé comme incontournable, voire excellent. Nous sommes labellisés BPI France. Nous avons le logo Excellence. Et ça c'est un logo qui nous tient vraiment à cœur, un label qui nous tient à cœur, puisque ça veut dire qu'on fait partie des 100 premières entreprises dans notre secteur qui sont déclarées comme les plus innovantes. Et c'est un label que l'on tient depuis 2010, en l'occurrence. Et donc, on est très fiers de pouvoir l'arborer. Autre label qui nous fait extrêmement plaisir et qui illustre notre stratégie sur le Consulting for Good et nos engagements ESG, c'est d'être Platinum EcoVadis. Et là aussi, ça fait 3 années de suite que nous sommes à ce niveau-là avec EcoVadis. Donc, nous faisons partie du top 1% des entreprises évaluées sur la RSE, appartenant encore une fois à avoir ce label EcoVadis Platinum. Et enfin, nous avons eu la chance cette année d'être élus comme première des entreprises de plus de 500 salariés à 1000 salariés au classement Happy at Work, Choose My Company, qui est là aussi est un classement qui valorise et qui couronne, je dirais, notre esprit, notre façon de voir les choses et notre Consulting for Good auprès de nos collaborateurs. Nous investissons 8% de notre chiffre d'affaires sur la R&D. Nous avons en moyenne 400 parutions par an. Nous avons plusieurs comités scientifiques. Et on est aussi fondateur de France FinTech et de 50 Partners, l'écosystème des startups. Tout ça pour vous dire que ce webinaire s'inscrit complètement dans cette R&D et dans ce Consulting for Good, puisque vous pourrez revisionner le replay que nous mettons à disposition après chacun de nos séminaires. Alors, pour ceux qui n'ont pas toujours l'habitude d'un webinaire, vous avez la possibilité de nous poser. Alors, les micros sont coupés, évidemment. Et si vous n'entendez pas, vous vous signalez auprès de l'onglet public du chat. Vous avez votre chat sur votre droite d'interface et on vous répondra et on essaiera de résoudre votre problème. Et surtout, vous pouvez poser des questions à nos invités pendant toute l'heure qui va nous occuper. Questions qui sont reçues par Judith, notre directrice de la communication et du marketing, et que je salue ici, puisque c'est grâce à elle que nous avons ce type qui nous organise tous nos webinaires. Et Judith sera la modératrice, donc elle recevra vos questions, et puis au regard du temps qu'il nous restera, elle nous posera ces questions pour pouvoir être le relais de votre parole pendant cette heure. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans ce sujet que nous avons appelé immobilier tertiaire, l'énergie, nouvelle source de valeur. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette question? En fait, il se cache tout simplement que la loi APER, c'est-à-dire la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable qui a été promulguée en mars 2023, donne une impulsion nouvelle à la production d'électricité photovoltaïque. Et quels sont ceux qui sont les premiers concernés? Ce sont les entreprises qui ont des obligations d'équipement sur leur foncier
et qui doivent se lancer. Et on rentrera dans le détail avec Justine et Quentin et Rémi sur concrètement comment on se lance dans ce type de projet. Et c'est cette loi APER qui a été le déclencheur de se dire il nous semblait important de vous partager finalement ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, et de se poser avec vous un certain nombre de questions. Quelles sont les nouvelles obligations justement pour les acteurs du tertiaire? En quoi ces obligations impactent la valeur patrimoniale de l'actif? Quelles sont les motivations finalement pour lancer un projet de ce type? Comment on peut transformer une contrainte qui est réglementaire en opportunité énergétique et économique? Comment définir finalement le bon profil et quel est le type de projet qu'on peut lancer? Quel est le business model de ce type de projet? Et en quoi ce type de projet, pour qu'il soit un succès, implique la transformation de l'entreprise et comment elle impacte la transformation de l'entreprise. Donc autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos 3 invités. Alors je vais commencer par Justine Bain-Touvrez, qui est avocate associée et qui est responsable du pôle énergie dans le cabinet d'avocats LLC Avocat. Quentin Desrumeaux, qui est le partenaire chez JS Darwin, qui est en charge de l'activité énergie, environnement et utilities. Et Rémi Cherriot, qui est le directeur du développement d'Alterea ENR, et qui aura une double casquette, c'est-à-dire à la fois une casquette de personnes qui ont lancé ce type de projet au sein d'Alterea, mais aussi comme opérateur, puisque Alterea accompagne des organisations et des entreprises dans ce type de projet. Eh bien, merci à vous 3 d'être présents avec nous durant cette heure. Alors, première petite question pour entrer dans le vif du sujet. Finalement, la loi APER, Justine, est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes et ce qu'elle implique finalement pour les organisations? Oui, merci Julien, bonjour à tous. Donc la loi APER de mars 2023, effectivement, impose des obligations nouvelles, alors, qui existaient déjà pour une certaine catégorie de fonciers, de parkings et notamment de bâtiments, de toitures. Mais ce que cette loi change, en fait, c'est vraiment un renforcement des obligations, notamment de solarisation. Donc, on a des obligations sur les procédés de végétalisation, mais là, ce vers quoi on s'oriente le plus quand même, c'est les obligations de solarisation, donc l'installation de centrales photovoltaïques, à la fois sur les parkings et les toitures. Ce qui est contraignant, c'est vraiment le seuil d'application de cette loi, puisqu'on a eu plusieurs lois avant, ce n'est pas nouveau, mais il y a eu un durcissement, avec notamment le seuil de déclenchement par rapport à l'emprise au sol. Aujourd'hui, en gros, tous les parcs extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 m² doivent être couverts d'ombrières photovoltaïques sur 50% de leur surface. Quand on fait les calculs peu au prou, on est à peu près sur 100% de couverture des places de parking. Voilà, donc on a encore des textes d'application qui doivent entrer en vigueur pour préciser un certain nombre de choses, notamment en matière de dérogation. Mais surtout, il faut le dire quand même, ce n'est pas une loi de principe, comme on en a eu beaucoup. C'est une loi qui est assortie d'un certain nombre de sanctions. Et les sanctions sont assez importantes. On a un échelonnement de l'obligation possible dans le temps en fonction de la superficie des parkings. Je ne rentre pas dans les détails de tout, mais en particulier, les sanctions qui peuvent être mises en place, c'est des sanctions annuelles qui sont d'un montant compris à peu près entre 20 à 40 000 euros. Voilà, donc c'est pas complètement anodin et c'est des sanctions qui seront applicables. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a déjà d'un certain nombre de foncières qui nous sollicitent justement pour anticiper cette réglementation, même si elle n'est pas complètement aboutie parce qu'on n'a pas l'ensemble des textes applicables, mais d'ores et déjà, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, si j'ai une surface de parking, je suis concerné. Si j'ai une toiture, je suis concerné. Et si j'ai autre chose, je ne suis pas concerné. C'est à peu près ça. Enfin, même les toitures, c'est vrai que c'est un point qui est quand même assez important. C'est qu'avant cette loi, finalement, on avait une obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures. Une emprise au sol de 500 m², c'était 1000 avant, et c'était des catégories de bâtiments. Et puis, c'était uniquement dans des cas particuliers d'extension, de rénovation. Et donc là, dans la loi APER, on a la suppression de ces indications liées à la rénovation et aux extensions. Donc en fait, s'il faut avoir une interprétation très littérale des textes, toutes les toitures qui ne sont pas du résidentiel sont soumises à l'obligation de solarisation, ce qui est réellement impactant, parce que ça voudrait dire à peu près tous les bâtiments. Voilà, sous réserve évidemment, là aussi, des derniers textes d'application. D'accord. Alors, finalement, quand on se fait face à cette loi et on se décide de se lancer dans le projet, par quelles étapes ça passe, Quentin?
quelles sont les 5 étapes fondamentales, en l'occurrence, pour pouvoir se lancer dans un type de projet? Merci Julien, bonjour à tous. Effectivement, c'est un processus, avec toute une séquence d'étapes qu'il va falloir suivre pour se lancer dans ce genre d'opération. Et un des points clés à retenir, c'est qu'il faudra mobiliser un collectif sur le sujet. Le premier sujet, c'est au fond, il faut se mettre d'accord, collectivement d'accord sur les motivations qu'on a dans ce projet et se donner finalement une sorte de mandat sur la réalisation de ce sujet. Il y a plusieurs sources de valeur possibles, il y a plusieurs objectifs qui peuvent être poursuivis et il faut en prendre conscience et finalement prioriser ces objectifs parce que si beaucoup de choses sont possibles, il y en a une qui est absolument impossible, c'est de gagner sur tous les tableaux. Donc en tout cas, il faudra vraiment hiérarchiser ces objectifs sur le sujet. La deuxième étape, alors quand on a quelques parkings, elle n'est pas extrêmement complexe, mais dès qu'on a des dizaines, voire des centaines de parkings, elle devient beaucoup plus difficile, c'est qu'il faut consolider beaucoup de données. Et il faut rapprocher dans la même analyse des données qu'on n'a pas l'habitude de marier, typiquement des nombres de places de parking et des consommations d'énergie. Il faut se donner donc un état du parc immobilier, un peu de projection de ce parc immobilier. Est-ce qu'on a investi pour réduire ou non les consommations? Est-ce qu'on va céder des sites? Est-ce qu'on va en étendre certains? Quels sont les régimes d'exploitation de ces sites-là? Parce que ces fameux régimes peuvent avoir une influence aussi sur les modèles qu'on va choisir. Avoir des indications évidemment sur la localisation et sur les places de parking qui vont donner une indication de la production possible. Cette phase de collecte de données, il ne faut pas la négliger parce que on a souvent des référentiels un peu différents sur les différentes thématiques sur les sites. Ensuite, il faut comprendre les modèles et identifier le potentiel, le profil de son projet en comprenant les différents modèles possibles et se dire nos projets, nos sites, à la fois unitairement et quand on les regroupe tous ensemble, comment est-ce qu'ils se comportent. Construire une stratégie et prendre des décisions sur les modèles, sur le positionnement qu'on va prendre dans l'exécution du projet. C'est le point sur lequel on reviendra sans doute un petit peu plus tard dans notre discussion. S'assurer qu'on est en phase avec la stratégie d'investissement de l'organisation en termes de ratio de rentabilité, en termes d'endettement, enfin en tout cas de choses comme ça. Et une fois qu'on a finalement validé tous ces éléments-là, on a constitué une stratégie, c'est à ce moment-là finalement qu'on est en mesure d'aller vers le marché et de trouver les bons partenaires, puisque sur le marché du photovoltaïque, pour l'instant, tout le monde ne sait pas tout faire. Voilà. Alors, si je reviens sur les étapes que tu viens de citer, la question qu'on peut se poser collectivement, c'est sur la première étape finalement. C'est le fait de se lancer, tu parlais d'avoir un mandat. La question qu'on peut se poser, c'est qui porte ce mandat et question plus globale et qui peut aussi concerner Rémi, c'est quel est celui qui est à l'initiative dans l'organisation? Est-ce que, par exemple, c'est le directeur de l'immobilier? Est-ce que c'est le directeur des achats? Est-ce que c'est le directeur financier? Qui est à l'initiative généralement dans ce type de projet? Et surtout, est-ce qu'il peut jouer seul ou est-ce qu'il doit justement mettre un certain nombre de personnes autour de la table pour pouvoir trouver une trajectoire de ce que peut être ce projet? Quentin, si tu veux répondre, et peut-être Rémi en réaction. En termes de portage, en fait, il y a plusieurs parties prenantes qui sont intéressées par le projet, c'est-à-dire que et chacun va venir avec sa facette. L'acheteur d'énergie, évidemment, il est intéressé puisqu'on parle d'une certaine quantité d'énergie qui sera disponible à un certain prix. On peut avoir la finance qui peut être intéressée parce qu'on va avoir un impact sur des questions de reporting extra-financier, on va avoir un impact potentiellement aussi sur la valorisation des actifs et la valeur des actifs en tant que tel. On va avoir un intérêt aussi au sein du patrimoine, au sein de la RSE, éventuellement du juridique. Nous, notre conviction, c'est que le sujet, il dépasse le mandat de tous les acteurs individuels. Et que c'est important de mobiliser un collectif. Et à la fin, c'est une opération capitalistique qui peut être un peu inédite dans l'organisation, sur laquelle la direction générale aura son mot à dire. Donc c'est vraiment important
de constituer un collectif, parce que personne n'a un mandat suffisant, en fait, pour traiter le sujet. Rémi, dans ce que tu vois, toi, est-ce qu'il y a une personne qui incarne cette prise d'initiative, ce mandat, où effectivement, comme le dit Quentin, c'est multipartite? Bonjour, oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Quentin là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se décide collectivement, parce que pour à l'échelle d'un groupe, ça peut effectivement intéresser plusieurs corps de métier. Évidemment, on peut avoir en idée première l'achat d'énergie, bien entendu, l'aspect patrimonial, parce qu'effectivement, là, on parlait d'une obligation à savoir solariser les aires de stationnement. Quid si je le fais pas? Quelle sera la valeur de mon bien? Donc évidemment, ça c'est un aspect hyper important. L'aspect financier également, parce que mine de rien, solariser des aires de stationnement ou toitures, ça a un coût. Donc effectivement, est-ce que je porte moi-même le financement, le projet? Est-ce que je fais participer d'autres tiers participants? Voilà, donc effectivement, ça va intéresser beaucoup de monde effectivement au sein d'une entité. Et partant de là, une fois que tous ces éléments ont été mis sur la table et que les intérêts divers sont pesés, partant de là, voilà, on peut définir une stratégie donc à l'échelle d'un groupe. Donc, par exemple, consommer l'énergie qui va être produite, générer des revenus en revendant, par exemple, au réseau. Les deux, voilà. Après, il y a cette approche globale, mais après, il y a site par site, comment ça s'entend. Donc, effectivement, voilà, l'approche, effectivement, toutes les parties prenantes potentielles doivent être intégrées dès le début pour pouvoir établir une stratégie ferme et cohérente. Justine, justement, quels sont les points de vigilance à avoir dans cette première étape au regard du mandat, d'un point de vue juridique? Alors, les points de vigilance, c'est qu'en fait, au sein d'une seule et même entreprise, il y a pas tellement de risques, en fait. C'est-à-dire que chaque direction, effectivement, est responsable dans son propre domaine des enjeux qu'elle protège. Les achats, c'est évidemment, comme l'a dit Quentin, c'est les stratégies d'achat, des prix maîtrisés, des coûts maîtrisés. Ce qui est intéressant, c'est que le projet finalement réunit et rassemble les intérêts de chacun. C'est-à-dire que là où dans les personnes responsables de la gestion patrimoniale, en fait, ils voient un intérêt parce que l'énergie est un vecteur, participe à la valeur verte immobilière d'un bien. On sait très bien qu'aujourd'hui, un bâtiment ne sous-louera pas ou ne se cédera pas s'il ne répond pas à ces trajectoires conformes. Un bâtiment tertiaire doit suivre une trajectoire réglementaire pour pouvoir justement répondre à des nouveaux standards de marché. Et l'énergie permet justement d'atteindre ces objectifs-là. Et ça rejoint finalement les enjeux aussi d'une direction financière qui, elle, évidemment, a pour ambition d'assurer une attractivité via la maîtrise des coûts de l'énergie. Et notre travail, justement, en parlant à toutes ces directions-là, c'est d'élaborer des modèles d'affaires qui parlent à tout le monde. Nous, personnellement, ça va être évidemment le cadre juridique, le cadre fiscal. On va travailler avec la direction juridique qui va de toute façon devoir co-construire avec nous les modèles. Donc, on a vraiment une vraie collaboration, un vrai partenariat avec les directions qui sont peut-être plus spécialisées sur les enjeux de droit à l'immobilier, droit des affaires, là où nous, on va ajouter la brique aussi immobilière et énergétique. Et c'est sur toute la chaîne de valeur des projets, de la promotion, le développement, les actes de réservation, les actes de cession, jusqu'aux les statuts d'ASL, les contrats d'exploitation de l'actif, effectivement, en fonction des hypothèses d'investissement. Voilà, tous ces modèles contractuels doivent être revus quelque part, parce qu'en plus, on est sur des durées longues. Voilà, on n'est pas sur des... Il faut répondre en plus aux enjeux d'une foncière. C'est-à-dire que les cessions très régulièrement d'une foncière, ça peut être sur de l'actif, ça peut être sur 10, 12 ans, par exemple. Donc, il faut que les contrats sur l'énergie, sur l'exploitation de l'actif de la centrale, en fait, prennent en compte un petit peu ces enjeux de durée, voilà, via divers mécanismes de baux à droit réel qui permettent de toute façon, en fait, de pouvoir continuer à exploiter ces toitures, ces parkings, quelle que soit finalement la vie d'une entreprise, la vie des projets. Et ça, c'est important de caler vraiment les durées, les financements, les contrats, un petit peu pour que la stratégie soit la plus cohérente et la plus pertinente pour toutes ces directions. D'accord. Alors, Quentin, justement, pour faire la transition à ce que vient de dire Justine, elle parle de modèle d'affaires. Finalement, une fois que j'ai décidé de me lancer, que je suis au clair, donc j'ai compris que cette notion de mandat, il y a un aspect multipartite et à un moment pour pouvoir bien circonscrire l'enjeu du projet. Et tu parlais en introduction, enfin dans les étapes, tu parlais d'un modèle d'affaires. Donc j'imagine qu'il faut trouver un business, il faut se mettre d'accord, et Rémi le disait, il faut se mettre d'accord sur un business model, c'est-à-dire comment on y va et quel chemin finalement on choisit par rapport aux différentes options. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
Oui, alors c'est une analyse qu'on va commencer à faire à l'échelle de chaque site. Et il se passera des choses quand on va les regrouper, les sites, mais c'est important de parler d'abord ce qui se passe à l'échelle d'un site. Le premier sujet, c'est finalement de comparer la production attendue sur le parking ou sur la toiture avec la consommation attendue sur le site. Et un des modèles les plus simples, c'est de dire qu'on va faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation, c'est-à-dire que on va absorber une partie de l'énergie pour la consommation propre du site dans un régime qui fait que le système électrique va considérer que c'est comme si la production et la consommation étaient fusionnées. Et donc, ça va faire qu'on n'aura pas besoin de payer un certain nombre de choses, et donc notamment des coûts de réseau et certaines taxes. Et c'est quelque chose qui est assez attractif, qui redonne de la compétitivité à l'énergie qui est produite sur le site. Sauf qu'en fait, la règle des 50% dans la loi APER, de 50% de la surface, ça amène à des volumes de production qui peuvent être complètement décorrélés de la consommation du site. Et donc, on a assez vite un petit peu d'énergie en surplus par rapport à la consommation du site, à laquelle il faudra trouver une destination, soit par des dispositifs de soutien quand on y a droit, soit si on est sur des volumes un peu plus significatifs, on va aller chercher d'autres modèles, sur des vrais modèles de commercialisation de cette énergie. Donc en fait, on va chercher à positionner chaque site suivant deux axes. Finalement, la part de l'énergie que je vais absorber directement pour ma consommation, la puissance du site qui va nous donner une indication de quels sont les dispositifs de soutien auxquels on a droit. Et c'est là qu'on va regarder des questions autour de est-ce que j'autoconsomme moi-même? Est-ce que je vais chercher un autre dispositif qui est finalement une sorte de vente en circuit court auprès de riverains dans une zone de l'ordre de 2 km, qui peut être étendue dans certaines conditions, qui s'appelle l'autoconsommation collective, qui est un objet un peu nouveau et qui se développe. Est-ce qu'au contraire, je vais aller beaucoup plus loin parce que j'ai des très grandes quantités d'énergie? Et là, je rentre dans des schémas qu'on va appeler des PPA, par exemple, des contrats de long terme de vente de cette énergie-là. Donc, j'ai cette première question à traiter. Et la question parallèle qui va être, est-ce que je veux investir moi-même ou pas? Voilà, c'est un peu les deux grands axes à aborder à l'échelle de chaque site. D'accord. Et donc, Rémi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu vois par rapport aux clients que tu accompagnes, toi, en termes de projet? Est-ce qu'on est plutôt dans je produis moi-même, comme le disait à l'instant Quentin, ou plutôt j'externalise cette production? Ça dépend effectivement du volume qui est produit. Effectivement, quand on parle de grands volumes avec de faibles consommations, il n'y a encore pas très longtemps, on a étudié un grand compte multi-sites, donc une trentaine de sites partout en France, un industriel. Effectivement, certaines zones, il avait des petites centrales à déployer sur ses fonciers délaissés industriels ou aires de stationnement. Du coup, il n'était pas capable de tout consommer. Du coup, là, on s'est dit, bon, il y a plus une logique d'adresser autrement l'énergie, de la valoriser autrement, donc en revente au réseau notamment, ou éventuellement de consommation collective, comme l'a mentionné Quentin précédemment. Et inversement, il y avait des sites où il était capable de tout consommer voilà, du fait de son activité. Et là, effectivement, on s'orientait plutôt sur des sujets d'autoconsommation avec justement la possibilité de ne pas se raccorder au réseau et du coup de s'exonérer d'un certain nombre de taxes, donc qui était vraiment un effet, quelque chose de très intéressant et qui lui permettait de diminuer considérablement ses factures d'énergie sur ces sites précisément en autoconsommation. Voilà. Donc effectivement, voilà, l'approche, elle est site par site, comme l'a dit Quentin, mais toujours aussi, on peut toujours intégrer ça dans une réflexion, dans une stratégie globale de groupe. Justine, est-ce que par rapport au choix dont vient de parler Quentin et Rémi, est-ce qu'il y a quand même une dimension fiscale qu'il faut avoir en tête sur la manière justement avant de s'engager, de se dire il y a un chemin qui est A et un chemin qui est B? J'imagine qu'il y a tout un montage fiscal sur lequel il faut être en vigilance ou dans tous les cas où il faut se poser des questions? Oui, tout à fait. Justement, par rapport au modèle d'affaires qu'a présenté Quentin, nous, dans l'analyse de ces différents modèles et dans du montage qu'on va proposer à nos clients, c'est toujours la prise en compte de plusieurs éléments structurants dont effectivement fait partie la fiscalité. La fiscalité de droit commun et la fiscalité énergétique, on en use beaucoup en fait pour choisir le meilleur modèle d'affaires et évidemment les réduire autant que possible le reste à charge ensuite qui sera supporté par l'investisseur, que ce soit le client direct ou effectivement un tiers investisseur opérateur qui se proposera d'investir en lieu et place du client consommateur.
Et là, on a effectivement beaucoup de briques de la fiscalité sur lesquelles on va pouvoir jouer, qui sont vraiment alors déjà propres à chaque énergie. On parle évidemment de solaire, mais chaque énergie renouvelable a sa propre fiscalité. Et dans l'énergie solaire, on a des dispositifs fiscaux qui vont nous permettre parfois de réduire, pour donner schématiquement une masse, à peu près 50 à 60% de la facture d'énergie. Donc quand on va aller chercher ces leviers, très rapidement, en fait, ça va conditionner aussi le choix du modèle d'affaires. On va tout de suite arriver sur des enjeux de business plan, et d'ailleurs on audite très souvent les business plans pour optimisation fiscale quand ils sont réalisés par les bureaux d'études, alors évidemment sous toute réserve parce que nous n'avons pas la compétence technique, mais on collabore justement sur ces sujets-là pour offrir finalement aux clients le meilleur modèle économique. Et donc des modèles fiscaux, effectivement il y en a sur chaque mode de valorisation énergétique. L'autoconsommation individuelle, on joue sur 15 éléments de fiscalité. Voilà. Sur l'autoconsommation collective, dont on espère que l'exonération de droit d'assises passera dans le projet de loi de finances 2024, puisque l'amendement a encore été reconduit. Et également, dans une logique de PPI multisite, et là on est dans une logique patrimoniale, une valorisation à l'échelle d'un patrimoine, d'un portefeuille d'actifs. Là, effectivement, il y a une pertinence à aller chercher aussi une fiscalité quand on va avoir un petit peu cette identité « je produis, je consomme ». On a aussi des leviers fiscaux à aller chercher. Alors souvent, on a des incertitudes fiscales. On est en train de travailler dessus en ce moment pour des clients communs avec JS, Altaria, etc. Je pense qu'on est tous en train de réfléchir aussi au meilleur modèle parce qu'on rencontre en fait progressivement aussi peut-être parfois des vides juridiques qui sont des vides fiscaux. Et donc, on est là aussi pour travailler sur les rescrits fiscaux, clarifier ce qui est applicable et aller chercher les optimisations parce que les investissements restent quand même assez importants. Voilà. Et quand on cherche ce modèle, en l'occurrence, j'imagine que le client peut se poser la question de savoir est-ce qu'il pourrait se trouver dans une situation de surproduction, peut-être d'énergie, ou se dire mais peut-être est-ce que je vais avoir assez d'énergie produite pour pouvoir couvrir l'ensemble du parc que j'ai à couvrir. Quelles sont les questions là aussi qu'il faut se poser? Est-ce que là aussi il y a un chemin à prendre, ou en tout cas est-ce qu'il y a des questions à se poser avant de partir sur le choix de ce type de questions? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut déterminer le profil consommation-production de chacun des sites pour identifier où sont les sites sur lesquels on surproduit et où sont les sites sur lesquels, au contraire, on aurait des opportunités de consommer, même si on n'a pas forcément un espace pour construire de la production. Ce que ça amène à faire, c'est en fait, ça oblige à relier les points sur beaucoup de questions énergétiques, notamment dans le monde tertiaire. Si je suis un tout petit peu caricatural, on a souvent des approches un peu silotées avec d'une part des gens qui vont travailler sur la fourniture d'énergie, ailleurs des gens qui vont se préoccuper de l'évolution de la consommation à travers des programmes de travaux pour répondre aux contraintes du décret tertiaire, par exemple, qui obligent des baisses drastiques de la consommation. On va avoir d'autres personnes encore qui vont se poser des questions sur la valeur financière de l'actif, voire sur la politique de RSE. Et là, quand on doit déterminer si oui ou non on absorbe cette énergie à travers une autoconsommation, d'un seul coup, on doit se poser la question de quelle est la place de cette énergie dans ma consommation sur 20 ans. Et donc, on est obligé d'avoir une feuille de route un petit peu constituée sur l'ensemble des sujets. Et ce qui est marquant aussi, c'est que, c'est peut-être un point sur lequel on reviendra aussi, avant la loi Aper, on était dans une approche aussi très opportuniste sur ces questions, où on venait chercher une opportunité un peu site par site. Et là, d'un seul coup, il faut aborder cette opportunité partout, y compris sur des sites qu'on n'aurait pas choisis au départ, parce qu'ils sont peut-être un petit peu au nord. Parce que, voilà. On est obligé d'avoir une réflexion stratégique un peu globale et systématique sur ce sujet de positionnement. Et Rémi, qu'est-ce que a changé pour Altaria la promulgation de la loi Aper? Quentin le disait à l'instant, avant on raisonnait par opportunité, là il faut avoir une vision un peu plus généraliste de la chose, plus générique. Tu le sens ça sur les clients, sur la dynamique de marché?
Oui, alors bah déjà au niveau de notre foncière, après on parler, parce que historiquement là on est aussi une foncière commerciale qui exploitons du coup des centres commerciaux, donc évidemment on a dû se mettre au pas sur notre propre patrimoine. On a très rapidement compris que ça générait de la valeur, alors des fois pour des questions d'usage qui n'ont rien à voir avec l'énergie, on indique que ça génère de l'ombre, donc dans les centres commerciaux au sud de la France, ça nous a permis du coup de créer du confort, on va dire, pour les utilisateurs. Donc là, voilà, c'est une petite parenthèse indépendamment de l'énergie. Après, évidemment, sur les projets plus de plateformes logistiques également qu'on développe, donc, dont on n'est pas forcément propriétaire, évidemment, ça a permis de créer de la valeur ajoutée aux produits qu'on vendait, parce que finalement, on pouvait adresser de l'autoconsommation à des logisticiens froids, par exemple, qui étaient les preneurs de nos bâtiments. Donc là, ça crée de la valeur finalement sur le produit immobilier qu'on crée, qu'on produit historiquement. Voilà. Et du coup, ça permet d'accompagner également des clients de ce point de vue-là sur potentiellement la revente de leur foncier, parce qu'on travaille également avec d'autres foncières, comme je l'indiquais précédemment, et effectivement de valoriser ceci. Voilà, donc voilà, cet aspect-là a vraiment changé les choses, je crois, au niveau du groupe, de la production, de ce que faisait le groupe historiquement en tant que foncière et développeur immobilier, mais également en tant qu'accompagnateur de projets, en tant qu'opérateur en énergie renouvelable. Merci. Justine, Quentin, j'ai cru comprendre que vous ayez travaillé ensemble sur des projets, et la question qu'on pourrait se poser, c'est de se dire, mais est-ce que ce n'est pas le travail ou le job, si je peux m'exprimer ainsi, des bureaux d'études, ce que vous faites en l'occurrence? Et si ce n'est pas le cas, en quoi c'est différent et en quoi vos expertises sont complémentaires et créent-elles de la valeur pour quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans ce type de projet? Quentin, peut-être? Alors, les bureaux d'études, ils sont utiles à un moment, mais ce qui fait qu'on est obligé d'avoir un raisonnement différent, c'est le caractère un peu transformant de cette histoire. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il faut aller mobiliser un collectif, il faut aligner des parties prenantes, il faut explorer beaucoup de business models, faire aussi de la pédagogie dans l'organisation autour des opportunités, notamment fiscales, dont tu as parlé Justine. Et finalement, il y a ce temps un peu d'exploration et d'optimisation qui est vraiment une analyse stratégique que le bureau d'études va plutôt apporter une vision un peu plus fine des perspectives en termes de production, des coûts de production éventuels. Mais c'est beaucoup plus efficace d'aller les chercher une fois qu'on a déjà stabilisé ces premiers éléments. Et dans les montages qu'on peut aller chercher, il y a une vraie stratégie juridique à développer. Je vais peut-être laisser Justine t'en parlera mieux que moi. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avec les obligations qui pèsent sur les fonciers, on ne peut plus avoir, quand on a un portefeuille d'actifs très important, notamment, je pense à la grande distribution, effectivement, le tertiaire, voilà, on ne peut plus, presque parfois, à des moments, avoir une logique site par site en réalisant son étude de faisabilité technique ou préfaisabilité site par site. Il faut, en fait, prendre un peu de recul, voire parfois un peu de hauteur pour, en fait, dans le cadre, pour définir cette stratégie, surtout identifier, cartographier le patrimoine, prioriser aussi certains sites pour en faire ensuite des études de faisabilité technique dans un deuxième temps, trouver des critères analogues pour pouvoir comparer sincèrement les modèles d'affaires qu'on va proposer. Et là, on construit une stratégie qui va prendre en compte, en plus, comme l'a dit Quentin, l'ensemble des enjeux, des directions d'un groupe. Si on ne met pas effectivement en face d'un montage technique, à la fois un business plan et un montage juridique, un montage fiscal, en réalité, la stratégie ne pourra pas être réellement, se réaliser concrètement. Par contre, ensuite, évidemment que le bureau d'études est absolument nécessaire site par site pour réaliser les installations. Mais après, ça pose aussi la question de l'investissement. C'est que avant de connaître comment se positionner sur qui va réaliser les études, si on ne sait pas déjà si on va investir et si on ne connaît pas déjà les CAPEX
qui sont eux-mêmes liés au modèle d'affaires qu'on va proposer. Donc, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Et c'est vrai qu'avant, on était souvent bureau d'études, cabinet d'avocats, et de plus en plus, en fait, on nous demande de travailler en amont sur les aspects stratégiques et juridiques pour construire une démarche ensemble sur des temporalités longues et pas seulement sur un site qui va produire et consommer. Et voilà, et c'est là que du coup le travail effectivement de construction qu'on réalise ensemble est passionnant, parce que on va vraiment imaginer une stratégie, un chemin sur plusieurs années avant de lancer évidemment toute la phase d'appel à projet ou d'appel d'offres, où là on va aller sélectionner les acteurs du marché, sélectionner les meilleures offres, pour ensuite passer à une phase vraiment de contractualisation, de structuration juridique éventuelle d'une société. Parce que de plus en plus, ce qui a évolué, c'est qu'avec la hausse des prix de l'énergie, on s'est rendu compte que les projets d'autoconsommation et notamment de PPA étaient beaucoup plus rentables. Avant, l'ingénierie en fait financière et juridique à y mettre, et clairement, c'est pas une chose qu'on proposait facilement à nos clients, ou alors il fallait vraiment avoir une démarche RSE très poussée. Aujourd'hui, on voit que par rapport au business plan, ces stratégies notamment de PPA, vraiment de raisonner production d'énergie à l'échelle d'un seul portefeuille d'actifs, d'un propriétaire d'un patrimoine, ça a permis de faire évoluer les modèles. Voilà, donc c'est ces choses-là en fait qu'il faut réussir un petit peu à challenger, et qui a quand même pas mal évolué nous-mêmes dans notre expertise finalement, pour finalement rassembler aussi plusieurs acteurs dans une seule et même société de projet. Une question qui me tient à cœur et qui a été posée d'ailleurs dans l'invitation, c'est pourquoi, pour faire que ce projet soit un projet soit un succès en l'occurrence, il faut transformer l'entreprise. C'est une de vos convictions fortes, Quentin, Justine et Rémi. Rémi peut-être, ou Justine, je ne sais pas. Rémi peut-être, ouais. Oui, la transformation de l'entreprise. Alors oui, parce qu'effectivement, il faut bien se mettre d'accord sur les choses qu'on souhaite développer. Bon, ça, on l'a largement commenté auparavant. Mais effectivement, parce qu'on implique tellement de parties prenantes au sein d'une entreprise qu'on doit penser différemment. Par exemple, je vois, que ce soit au sein de nos propres fonciers, voilà, déjà, il faut se mettre d'accord avec les juristes en interne pour s'assurer de comment on va mettre à disposition, si j'ose dire, notre aire de stationnement pour qu'une centrale photovoltaïque puisse se développer, plus toutes les parties prenantes qu'on énonçait avec les différents types d'intérêts qu'elles ont chacune. Voilà, donc effectivement, ça, on est obligé parfois de penser différemment ce genre de projet. Parce que voilà, c'est pas des sujets dont on a l'habitude. Souvent, chacun va sortir de sa zone de confort, et l'expertise seule de chaque périmètre ne suffit pas pour qu'un projet soit un succès. Voilà. Donc il y a un enjeu de transversalité par excellence, Quentin, c'est ça que je comprends? Oui, et pour moi, c'est aussi un changement de rapport à l'énergie qui devient un peu plus concret, c'est-à-dire dans les 20 dernières années, on a fait beaucoup d'énergie contractuelle, on a beaucoup optimisé des questions d'achat, de fourniture, etc. Et là, d'un seul coup, ça devient un objet très réel qu'on va concrètement trouver sur le toit ou sur les fonciers dont on dispose. Et on doit se poser des questions, on doit répondre à des questions qui sont formulées très simplement, c'est est-ce qu'on va la consommer ou pas, cette énergie, pendant 20 ans. Et ça, il y a beaucoup de politiques des entreprises qui visent plutôt à jamais s'embarquer dans une histoire aussi ferme. Et là, d'un seul coup, on doit se positionner. Et ça, c'est quand même un point, pour moi, c'est un point qui est nouveau et qui effectivement nécessite, comme l'a dit très justement Rémi, de s'aligner, de sortir de sa zone de confort, que beaucoup de gens comprennent aussi des nouveaux modèles auxquels ils n'étaient pas tout à fait exposés jusqu'ici. Et pour moi, c'est ça, c'est un changement de rapport à l'énergie. Justine, justement, est-ce que les organisations que tu accompagnes ont compris tous les enjeux, et est-ce qu'elles ont compris cet enjeu de transformation finalement dans les postures, dans la manière d'aborder le problème, d'un point de vue juridique, ne serait-ce que juridique et fiscal? Oui, parce qu'en fait, on vient modifier un certain nombre d'habitudes, de pratiques contractuelles. On est sur des temporalités qui sont assez longues. En PPA, c'est des durées contractuelles de 15-20 ans pour justement figer le prix de l'énergie, faire face aussi aux variations des prix de marché.
on n'est pas forcément dans les mêmes temporalités avec une foncière. Et donc, les contrats, donc quand on parle aux directions immobilières, juridiques, il faut réussir en fait à aligner les intérêts de tout le monde pour aussi sécuriser le projet et conserver aussi un optimum économique, parce qu'on est moins dans cette logique très linéaire en fait, CAPEX, TRI, rentabilité. Là, en fait, l'énergie est multivecteur sur apporte de la valeur auprès de voilà, tout, on vient de le dire, mais auprès de beaucoup de directions d'une foncière. Donc, c'est notre travail, effectivement, il est là-dessus. Et c'est pour ça que ce travail-là, c'est pas simplement on va remettre notre copie et le tour est joué. C'est qu'il faut en fait effectivement avoir ce tour de table, avoir tout le monde autour de la table, discuter chacun des enjeux, de leurs enjeux respectifs et convaincre aussi de l'intérêt de se lancer dans une démarche de transition énergétique à l'échelle d'un patrimoine avec les arguments juridiques, les arguments fiscaux, la réduction des coûts de l'énergie. Ça participe à l'attractivité de l'entreprise et ça, aujourd'hui, pour moi, de plus en plus, les entreprises l'entendent. Avant, c'était plus presque avant la loi Aper, mais finalement, avant la crise ukrainienne, en fait, où les prix étaient quand même assez maîtrisés. Depuis ce moment-là, on a quand même un basculement du marché et des pratiques de marché vers des logiques d'investissement et de financement qui sont quand même très différentes. Je disais tout à l'heure qu'on crée des structures juridiques. Tous les grands groupes dont le métier n'est pas l'énergie créent des filiales de production d'énergie. Les groupes, les opérateurs immobiliers, même les promoteurs immobiliers qui ne sont pas investisseurs sur les murs, enfin qui ne sont pas propriétaires des fonciers, des actifs immobiliers, deviennent eux-mêmes des producteurs d'énergie. Donc c'est là que je pense le marché a évolué et l'écoute par rapport à ces modèles d'affaires est quand même est très différente par rapport à la période antérieure. Dernière question, finalement, sur le marché, il en est où le marché on est vraiment aux prémices. Il y en a qui ont déjà pris le sujet à bras-le-corps et ils se sont emparés, ils sont déjà sur des projets. Ou au contraire, on est vraiment dans une évangélisation pour comprendre ce que veut dire la loi Aper pour chacune des entreprises qui sont autour de la table. Rémi, Quentin, Rémi, du point de vue de directeur de développement, toi? Oui, alors je pense qu'il y a un peu tous les stades de maturité, si j'ose dire, concernant ces sujets-là. Effectivement, voilà, il y a des gens qui ont pris ça rapidement, effectivement, qui ont un petit peu anticipé et qui ont vu effectivement les potentiels intérêts qu'ils pouvaient y trouver sous l'aspect énergétique ou valorisation de patrimoine. D'autres encore subissent entre guillemets l'arrivée de la loi et se disent oh là là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir investir énormément d'argent, etc. Donc ils se posent plein de questions. Et effectivement, c'est important pour eux de bien prendre le sujet à bras-le-corps et de pas forcément se lancer tout de suite dans des études qui vont peut-être, via des bureaux d'études peut-être très, très, très spécialisés et du coup qui vont leur coûter de l'argent et surtout du temps. Donc effectivement, on observe, il y a différents stades d'avancement en fonction des différents acteurs et ça dans tous les domaines. Pas forcément d'ailleurs dans l'industrie, ça peut être aussi d'autres acteurs, d'autres domaines. Quentin, toi, je suis d'accord. Ce que je dirais aussi, c'est ce qui a percolé là, c'est la question de l'énergie en trop, d'énergie en surplus, à laquelle il faut trouver une destination, qui, je pense, en début d'année, était quand même une surprise pour un certain nombre de gens. Et c'est quelque chose qui, du coup, accélère des réflexions sur des modèles qui existaient, mais qui n'étaient pas utilisés de façon très massive. Je pense, par exemple, à l'autoconsommation collective, qui est une forme de vente en circuit court. C'est une sorte d'extension un peu virtuelle du principe de l'autoconsommation sur un périmètre de 2 km, qui a un certain nombre d'avantages. Cet objet-là, c'est quelque chose qui était peu regardé en 2022, finalement, par les acteurs du marché, et qui, à cause de cette obligation, à cause des surplus auxquels on est confronté, suscite un regain d'intérêt très fort, en fait, parce que c'est sans doute un moyen de valoriser des quantités d'énergie de façon assez attractive, en fait. Donc, pour moi, ça transforme aussi la façon dont les acteurs du marché vont répondre à leur clientèle et vont devoir les aborder. Alors, avant de passer aux questions des participants, allez, une dernière question. Finalement, s'il y avait un conseil à donner à tous ceux qui veulent se lancer dans ce projet, quel serait votre conseil? Un seul unique conseil, vous avez le droit. Donc, je ne sais pas qui veut prendre. Justine, Quentin, Rémi?
Justine, tu veux... Je réfléchis. Ah, Parce qu'un unique conseil, c'est pas évident pour ouais. avocat. Le conseil qui te paraît le plus important, qui vous paraît le plus important. Quentin, peut-être, si tu te sens plus inspiré. Moi, c'est qu'il y a vraiment une approche systématique à avoir et qu'il faut le vivre comme un projet d'entreprise. D'accord. Voilà, c'est un peu le résumé de ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, je pense. D'accord. Rémi ? Ouais, bah c'est ça. Enfin, j'aurais un petit peu exprimé voilà, différemment en disant plutôt voilà, aussi que chaque partie prenante puisse clairement s'exprimer. Parce que voilà, on part quand même au sein d'une entreprise donnée, hein, bien entendu. Et ça, il faut prendre un petit peu de temps pour se faire parce qu'effectivement, on parle d'engagement quand même dans la durée. Hein, comme l'a dit Quentin tout à l'heure, c'est quand même des durées généralement qui sont voilà, autour de la vingtaine d'années. Donc, tenir un engagement comme ça, dirigeants ou voilà, différents responsables de service, c'est pas forcément des choses dont on a l'habitude. Et effectivement, faut qu'on interne les choses soient très claires et que tout le monde ait vraiment énoncé ses besoins, ses aspirations et surtout les différents intérêts ou obstacles qui y verraient. Et je pense que c'est comme ça qu'une fois que a été bien menée, on peut partir sur une base solide et établir une stratégie pérenne. Super. Justine, tu as pu trouver ? Oui, moi c'est vrai que le premier conseil effectivement qu'on donne, c'est parce qu'on a évidemment au tout début un travail de décryptage juridique des textes et c'est vrai que la loi APER, on se fait des nœuds au cerveau quand même parce que ce texte est pas très lisible hein, sur toutes ces règles, sur tous ces textes d'application. Et donc, si les textes d'application ne sont pas tout à fait clairs et pas complets, on ne peut pas rendre applicable une obligation. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là avec lesquelles on doit jouer. Ça, c'est l'aspect négatif, mais c'est ce qu'on dit toujours, et c'était le préambule de ce webinaire, c'est que la contrainte réglementaire, en fait, elle est une opportunité pour les entreprises. On a parlé de toutes ces valeurs qui entourent l'actif, et j'ai envie de dire, après, la dernière étape, c'est que de toute façon, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que un actif, de toute façon, qui présente une valeur verte, c'est un actif qui suit hein, ces nouveaux standards de toute façon de marché, d'économie d'énergie, etc. Et après, sur un plan juridique, il y a tous les règlements taxonomie en fait qui classifient ces actifs immobiliers entre eux. Donc voilà, je dirais que tout va dans la bonne direction. C'est l'amorçage qui est peut-être le plus compliqué, mais je pense que c'est là-dessus que la stratégie s'impose et on va dire éclaircit un petit peu les choses pour la suite. Parfait. Écoutez, merci à tous les trois, en tout cas déjà pour cet éclairage très concret et opérationnel sur ce qu'il faut faire, en l'occurrence quand on veut se lancer sur un projet de solarisation. Je vais peut-être laisser la parole à Judith qui a quelques questions, je crois, dans la salle. Judith. Effectivement, Julien, on nous demande comment l'obligation des ombrières solaires s'applique aux établissements de santé et médico-sociaux. Ah, voilà une bonne question. Là, vous avez des... Alors, pardon, hein, parce qu'en fait, il y a la loi APER, mais il n'y a pas que la loi APER, il y a également la loi climat-résilience. Et donc, on a eu la bonne idée de faire 2 textes pour régir les parkings. Donc, en fait, ça va dépendre du régime juridique de votre parking, de savoir si ce parking-là est notamment sous délégation de service public. Donc, dans ces cas-là, on rentrera un peu sous le régime de la loi APER qu'on vient de présenter avec ce seuil de 1500 m². Mais sous d'autres parkings, notamment qui répondent à un autre champ d'application et qui peuvent concerner les centres hospitaliers, ça va être la loi climat-résilience où là, le seuil d'application, c'est 500 m² d'emprise au sol. Donc, je ne réponds pas vraiment à la question, mais pour ça, bien que de toute façon les centres hospitaliers soient soumis, hein, évidemment, aux 2 lois, il faut regarder précisément, malheureusement, chaque actif et voir effectivement dans quelle case, en fait, des lois il se situe. Et justement, on nous demande si les parkings réservés aux professionnels et ceux qui sont destinés au public sont considérés de la même façon. Ah, c'est une question. Là, pour moi, ils sont considérés de la même façon. Les exemptions, elles peuvent exister sur des circulations logistiques, des choses qui changent de destination en cours de route, mais c'est vraiment toute la surface de bitume qui est considérée, y compris les voies de circulation. Donc, non, le parking salarié, par exemple, il est concerné aussi. J'ai une dernière question sur les toitures. Est-ce que ce sont toutes les toitures qui sont concernées ou bien juste les toitures neuves? Alors,
Effectivement, ça, c'est vraiment l'imprécision du texte, hein, parce que on avait cette obligation existant pour les toitures neuves et pour les cas d'extension et de rénovation lourde, donc de bâtiments existants par définition. Sauf que ces deux mentions, donc extension, rénovation lourde, en fait, ne figurent plus dans le texte de la loi APER. C'est pour ça que, avec toutes les précautions qui s'imposent, il faut réellement attendre le décret d'application là-dessus pour connaître précisément le champ d'application. Est-ce que c'était véritablement l'intention du texte d'imposer finalement une solarisation de toutes les toitures, sans exception, enfin, sans compter le logement, hein, qui n'est pas concerné de toute façon dans le champ d'application des dernières lois. Et voilà, mais juste, faut savoir en fait que toutes ces obligations-là, il faut les lire à l'aune de plusieurs textes. Loi énergie-climat, loi climat-résiliente, code de la construction et de l'urbanisme, plus loi APER et décret d'application. C'est pas très compliqué, il faut juste faire des tableaux, mais en gros, il faut vraiment comprendre en fait dans quelle case on se situe pour bien comprendre l'obligation qui s'impose à nous. Alors finalement, j'ai encore une question. Les projets d'autoconsommation collective sont-ils longs à mettre en œuvre? Parce que la personne nous rappelle que pour un PPA, les discussions contractuelles peuvent être longues. Rémi, peut-être alors les sujets d'autoconsommation collective, oui, après ça dépend aussi de la nature des interlocuteurs et la nature contractuelle qu'il y a, parce que bon, effectivement, l'autоconsommation collective, du coup, un développeur, enfin un producteur, on va dire, privé, bien entendu, et un consommateur privé. Et là, évidemment, le gré à gré, ça dépend du temps de la mise en accord, hein, et ça, c'est équivalent au PPA. Alors après, voilà, ça peut aller plus rapidement. Voilà, ça, je peux pas dire il n'y a pas de généralité non plus, mais effectivement. Peut-être ce qu'on pourrait souligner sur l'autoconsommation collective, c'est que pour des développeurs, c'est une nouvelle compétence. Alors les PPA aussi, tout le monde ne sait pas aujourd'hui faire un PPA. Un PPA, donc un contrat de long terme de valorisation de l'énergie, c'est d'ailleurs maintenant soumis à une nouvelle obligation d'autorisation pour revendre. En tout cas, il faut avoir une sorte de licence pour vendre ce genre de contrat-là. Sur l'autoconsommation collective, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, je dirais qu'un développeur, il a l'habitude de faire du financement et du chantier, pas forcément de la signature de plusieurs petits clients et de la facturation au quotidien. Dans l'autoconsommation collective, il faut faire ça aussi. C'est la partie qui est un peu nouvelle. Donc, pas forcément beaucoup plus long, mais il faut avoir la compétence. Alors justement, on nous demande aussi quand l'ensemble des textes et des obligations vont être publiés. Alors, je vous invite à vous référer sur le site du ministère. En fait, vous avez un échéancier de sortie des différents textes d'application de la loi. Donc, en fait, voilà, selon la disposition du texte qui vous intéresse, il y a un échéancier qui est donné. Alors après, il faut distinguer l'échéancier théorique et l'échéancier effectivement réel. Il a pu être dépassé pour certaines dispositions de la loi, mais aujourd'hui, vous pouvez en tout cas avoir un calendrier un peu prévisionnel de ce qui va s'appliquer en totalité bientôt. Et pour revenir sur le point des PPA aujourd'hui, je pense que, on a eu justement sur cette obligation liée aux autorisations de fourniture que les producteurs dans les PPA doivent obtenir pour vendre de l'énergie, même s'ils ne font pas d'achat pour revente. On a eu beaucoup d'acteurs qui nous ont sollicité pour signer des PPA absolument avant le 1er juillet. Donc en fait, on sait conclure des PPA en peu de temps. Ça fonctionne. On a fait des PPA, une ingénierie, presque une usine à gaz d'acteurs qui nous disaient il faut 1 an et demi pour faire un PPA. Voilà, ça peut se faire en quelques semaines, surtout que maintenant on dispose de templates quand même assez solides, éprouvés par les acteurs bancaires, les producteurs d'énergie, les industriels consommateurs. On a même pu mettre en place la garantie de BPI sur les PPA. Donc c'est plus court. Et après, l'autoconsommation collective, sur la temporalité, je dirais c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est pas la même chose en termes de durée entre les deux dispositifs. Mais là, pareil, aujourd'hui, c'est beaucoup moins long de faire de l'autoconsommation collective. Et je pense qu'il faut démystifier aussi ça, parce que entre ceux qui ne savent pas encore faire, parce que le marché doit aussi un peu s'aligner sur les pratiques, et ceux qui commencent à faire, et du coup, ils voient effectivement un peu des usines à gaz. Aujourd'hui, on arrive quand même à industrialiser ces démarches, à les répliquer, même si, bien sûr, il faut prendre en compte le cas par cas et être responsable sur tout ça.
Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, Judith, si tu me... On va s'arrêter là. Eh bien, en tous les cas, je tenais à vous remercier, Justine, Quentin et Rémi, pour vos éclairages très concrets, très opérationnels. Je crois que ça... Bon, je pense qu'en sortant de ce séminaire, on comprend mieux, encore une fois, comment solariser, quelles sont les étapes, quels sont les points de vigilance à avoir. Donc, merci vraiment pour vos éclairages. Merci à Judith pour avoir été le porte-parole de nos participants. Et donc, je vous retrouve bientôt pour un prochain webinaire. En tout cas, cette semaine, vendredi prochain, un très beau webinaire que j'aurai la chance aussi d'animer sur la performance n'est-elle que financière. Beau sujet qui pose toutes ces questions. Et en l'occurrence, sinon, n'hésitez pas à vous inscrire dans les autres webinaires de cette semaine de la transformation organisée par Julie Starwen. À très bientôt, j'espère. Et encore merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.